Ok, ok. Donc, peut-être je parlerai un peu de mon passage de l'histoire à l'anthropologie et comment ça a influencé ma perception de l'anthropologie. Donc, lorsque donc j'ai fait l'étude d'histoire et donc là j'ai pris anthropologie comme deuxième sujet. Et de nouveau, je dois dire que je trouvais l'anthropologie aussi très très intéressant. Mais c'était aussi un passage un peu effrayant parce que comme je viens de dire, à l'époque l'anthropologie était très très ahistorique, anti-historique et la sociologie en général. Donc il y avait donc à l'époque on disait nous, on fait social change, donc changement social, et c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose d'autre. Ce que je trouvais toujours assez drôle, mais c'était une sorte de principe jusque dans les années 70. Là, tout d'un coup, ça a changé. Donc, c'était un transfert, un passage un peu compliqué, mais je dois dire, en principe, en rétrospective, c'était aussi un choix très opportuniste, parce qu'à l'époque, comme je viens de dire, mes choix sont souvent négatifs. À l'époque, on devait faire le service militaire, et j'avais pas du tout envie de faire le service militaire 2 ans. Et on pourrait avoir une dispensation si c'était l'époque où l'université s'élargissait très rapidement. Donc, si on avait un poste à l'université, on pourrait avoir une dispensation. Et mon professeur en histoire avait lui-même s'est battu en hollandais on dit politieacties, de politionele acties, les actions policionnelles en Indonésie pour bloquer la libération de l'Indonésie, qui était la plus grande guerre que les Pays-Bas qu'est-ce qu'on dit, gérer, amener, jamais, mais on disait l'action policionnelle. Et mon professeur était colonel dans l'armée ou quelque chose comme ça. Il dit, capitaine, mais en tout cas un rang impressionnant. Il trouvait que ça serait bien pour moi de faire le service militaire d'abord et ensuite je pouvais revenir à l'université, tandis que mon professeur d'anthropologie disait qu'il pouvait m'offrir... à l'époque, je pouvais faire sur la candidate, ce qui est quelque chose comme bachelor, mais de 4 ans, c'était beaucoup plus long. On pouvait faire une maîtrise en histoire, mais aussi une maîtrise en anthropologie. Donc je pouvais faire les deux maîtrises et le professeur d'anthropologie disait que si je faisais ça dans 2 ans, pouvait m'offrir un poste et j'aurais une dispensation du service militaire, ce qui a été un argument puissant, je dois dire. Donc ensuite, j'ai fait, et là je dois dire, pour cette deuxième maîtrise, j'ai fait un stage de terrain en Tunisie. Donc là, on est 68 et ça, je trouvais très, très impressionnant. Je trouvais cette façon de travailler très, très agréable et beaucoup plus vivant que de travailler dans les archives. Avant, j'avais travaillé dans les archives pour ma thèse de maîtrise en histoire, mais pour la thèse de maîtrise en anthropologie, je devais faire des recherches en Tunisie, de ce que j'ai beaucoup aimé. Mais je dois dire aussi que le passage de l'anthropologie était tout de même pas facile. J'étais pour mon professeur en histoire, professeur Schulte-Nordholt. Il y a 3 professeurs Schulte-Nordholt dans sa génération, mais ça c'est professeur Herman H. Schulte-Nordholt.
J'étais son assistant aussi, comme ça je gagnais déjà, je ne dépendais plus de mon père, ce qui était très agréable. Et une de mes premières tâches, c'était de faire un résumé, un compte-rendu d'un chapitre de Lévi-Strauss, Anthropologie et Histoire. Donc je ne comprenais rien du tout parce que c'était pas du tout selon moi sur l'histoire, c'était complètement ahistorique. Donc je dois dire que cette expérience m'a profondément. Donc, lorsque Lévi-Strauss est décédé, tout le monde était de nouveau, voyait des côtés très riches, et il y a des côtés très riches. Mais cette première expérience m'a donné, c'est très ahistorique, et surtout lorsqu'il prétend de parler de l'histoire, c'est encore plus grave. Donc, ce qu'il a écrit pour le racisme, contre le racisme, pour l'UNESCO. Là aussi, c'est une histoire, ça prétend de donner une sorte de philosophie d'histoire, tandis que, bon, donc, donc ça explique peut-être pourquoi ce que je viens de dire sur l'approche néo-lévi-straussienne, ça, tout revient de mes expériences des années 60 avec anthropologie et histoire de Lévi-Strauss. Donc ça influe peut-être ma position, c'est assez particulier. Donc le passage était compliqué aussi parce que à l'époque, l'anthropologie commençait à s'y historiciser. Et donc, Evans Pritchard, Anthropology and History, mais là aussi, c'est ça date des années 60 quelque part. Là, c'est aussi très étonnant que Evans Pritchard de Oxford, je ne dois pas expliquer, est-ce que je dois expliquer? Non. Evans Pritchard, qui tout d'un coup était aussi, l'anthropologie doit se historiciser, ou ça n'existera pas. Tandis que ses propres travaux sont complètement ahistoriques, et donc il ne faisait pas un effort de historiciser ce qu'il avait écrit sur les Noël, sur les Azandais. Donc c'est une réorientation assez spéciale. Ce que je trouvais très très intéressant à l'époque, mais ça on est déjà dans 70, c'était l'étude d'Anton Bloch sur le mafia, qui était très historique, et que ça serait très intéressant de faire une interview avec lui aussi. Mais donc tout d'un coup, l'anthropologue voulait être historien, et le livre de Bloch est si fort parce qu'il prend l'histoire très au sérieux, et c'est presque la vue historique, c'est presque plus important que la vue ethnographique, et il a fait certainement. Mais là, les anthropologues commençaient tout d'un coup à invader le terrain de l'histoire sans... bon, dès qu'on entrait dans les archives, on était historien. Tandis que pour les historiens, c'est très choquant. Si on entre dans une archive, il faut prendre l'archive dans sa totalité. Il faut pas... Il faut... justifier comment on a choisi certains dossiers et pas d'autres, etc., etc. Donc là, c'est très... Le rapport reste intéressant, mais à partir des années 70, tout le monde voulait être historien, ce qui change maintenant de nouveau dans certains... identity politics n'aime pas l'histoire, ou aime... ce que les anthropologues font souvent maintenant, c'est plutôt mémoire, et c'est pas histoire. C'est une sorte de histoire comment on dit, ingeblikt, mise en boîte. C'est pas l'histoire qui relativise, qui rend incertain. En tout cas, donc... pour moi, bon, il y a toute une histoire. Je ne sais pas si je dois raconter ça tous.
Mes recherches de terrain, à la fois en Tunisie et aussi au Cameroun. Ensuite, j'ai fait mes recherches de thèse au Cameroun à partir de 71. Là, c'était toujours un peu. Je me sentais, comment dire, pour protéger mon côté historien. Donc, le choix de l'Afrique, par exemple, a de nouveau été assez négatif. Je craignais beaucoup l'anthropologie. Donc, à l'époque, jusqu'à dans les années, fin des années 70, même 80 peut-être, il y avait l'anthropologie aux Pays-Bas était dominée par une bonne partie par ce qu'on appelle de Leidse school, l'école de Leiden. Et l'école de Leiden était l'aide de Jocelyn de Jong, donc l'aîné, donc le deuxième et le neveu du premier. Il prétendait d'avoir précédé Lévi-Strauss dans la façon dont Lévi-Strauss avait lié anthropologie et linguistique. Et donc là, les études de l'Indonésie étaient très, très marquées par structuralisme en anthropologie et par une façon. Dernièrement, j'ai travaillé sur ça de nouveau, sur la parenté très comme un système avec ses propres logiques, donc peut-être pas du tout historique, pas du tout situationnel, mais très, très compliqué. La parenté est devenue. Bon, on y revient. Mais même en Tunisie, par exemple, en Tunisie, je devais faire des recherches sur le Khamessat. C'est un sharecropper fermier. Là, on dit fermier. Comment dire, qui donc une partie de la récolte est pour le propriétaire du terrain ou pour le propriétaire du sharecropper, ça vous dit, il y a un mot. Métayer, c'est ça. Donc, le Khamessat était métayer et donc c'était une région très spéciale de la Tunisie, près de la frontière avec l'Algérie, à côté de la Kabylie où Bourdieu avait travaillé. Donc, mon superviseur là, dans le stage en Tunisie, me faisait rire Bourdieu, lire Bourdieu, pardon. Et donc, pour Bourdieu, parce que les études de Bourdieu sur la Kabylie, c'est une anthropologie aussi très, très classique, disons, très ahistorique, très, donc, et c'est tout sur les valeurs, les normes. Donc, pour Bourdieu, le Khamessat et le Kabyle, c'était pas du tout exploitation, c'était réciprocité. Donc, réciprocité, donc le Khames était heureux parce qu'il devait donner une bonne partie de sa récolte au propriétaire, mais d'autre part, il y avait toutes sortes de liens de pseudo-parenté, donc il y avait la réciprocité. Tandis que dans le Cromierie où je travaillais, c'était l'époque de Bourguiba, donc de l'époque socialiste de Ben Salah, qui tout d'un coup voulait imposer des coopératives, onteigening, de transfert de la terre aux coopératives et tout ça, des appropriations des terres, etc. Ce qui signifiait aussi dans la région où je travaillais qu'il créait une sorte de santé de chômage où il devait faire toutes sortes de travaux publics. Et donc tous les Khames dans le village, tout le monde était presque Khames pour un seul propriétaire qui était aussi de nouveau. C'était très récent, ce propriétaire avait réussi à accaparer tout le terrain, les propriétaires avant étaient devenus des Khames, des métayers pour lui. Et donc, dès qu'ils pouvaient gagner quelque chose dans le chantier de chômage, ils optaient tous pour sortir du Khamessat. Donc, la réciprocité, c'est une autre notion en anthropologie que je trouve très dangereuse, très, très plein de
premises, plein de prémices, plein de préjugés, plein de préjugés, etc., qui sont dangereux, qui restent à voir. Donc, dans ce sens, c'était toujours en anthropologie, je trouvais toujours menacé par des tendances, disons ça, menacé par des tendances historiques. Et aussi donc dans ce sens, peut-être pour la Tunisie, je peux parler un peu encore de... Je suis en train de préparer une présentation dans 2 semaines pour ce réseau à Paris dont j'ai parlé, le réseau de Jean-François Bayard et Béatrice Hibou, qui sont tous les deux pas des anthropologues, qui ne veulent pas du tout être des anthropologues. Et il veut que je fasse une introduction sur mes expériences de... c'est à raison d'un de nos collègues, une dame franco-iranienne, emprisonnée en Iran depuis 2 ans déjà, par les gardiens de la Révolution, et donc elle refuse tout compromis pour protéger la liberté de la recherche. Donc ça doit être sur mes expériences dans 60 ans ou avec liberté d'expérience. Donc lorsque je devais penser, j'ai beaucoup d'expériences et des expériences très variées, mais je me réalisais beaucoup que pour moi, Noam Chomsky a déjà dit dans les années... C'est quoi? C'est 80, je pense, que la censure mène toujours à l'autocensure. Et que dès qu'on est... L'autocensure est le plus active lorsqu'on on ne se réalise pas qu'on s'autocensurise. Et donc là, je reconnais beaucoup, et donc la présentation doit faire le contraste avec Fariba, notre amie iranienne, qui refuse parce que... Et ça commence déjà en Tunisie, mais c'est un peu personnel. Lorsque je pense à censure, dans ce premier recherche de terrain, il y avait des censures nettes, parce que mais c'est presque d'autocensure, donc les superviseurs avaient beaucoup peur que le projet de charge serait interrompu par les autorités, donc il fallait à tout cas pas pas irriter les autorités. C'était une époque très intéressante de Ben Salah, du socialisme, des expérimentations socialistes. Donc les gens à la campagne avaient beaucoup peur qu'ils perdaient leur terrain, qu'ils seraient collectivisés, et eux, ils parlaient à beaucoup. Mais nous, on ne devait pas toucher à ce sujet parce que ça nous mènera dans... Là, il y a certainement de censure, mais pour moi, la censure, c'est un peu personnel, mais la censure plus pressante était que j'avais, dès le début, donc, le projet recrutait des assistants pour nous, des interprètes qui traduisaient l'arabe, et dès le début de mes recherches, j'avais une affaire passionnée avec mon interprète, qui était bon. C'est normal à la campagne, les garçons de village font toutes sortes de sexualités. C'est très libre dans ce certain... C'est pas libre pour les femmes, donc c'est très libre entre les hommes. Et donc, ma censure était plutôt que j'avais une peur mortelle que la direction du projet s'apercevait de ce qu'on faisait, qu'on foutait ensemble, parce que là, ils m'auraient fait sortir immédiatement du village. Et mon interprète avait aussi beaucoup peur parce qu'il perdrait son emploi. Donc là, dans la présentation, je dois dire que ça, c'est devenu une forme d'autocensure qui faisait que, pour aller très vite, au Cameroun, par exemple, je n'osais pas du tout toucher au sujet de sexualité. Et c'est avec raison, parce qu'au Cameroun, c'était très... en Tunisie, je n'avais pas du tout peur des autres filles. Pas du tout, mais pour les autres villageois, c'est pas, parce que c'est presque normal, pourquoi pas, etc. Mais j'avais peur
de mes propres superviseurs. Au Cameroun, il y avait raison dès qu'on se vantait dans des aventures comme ça, qu'il y aurait des difficultés avec la police. Mais ce qui, bon, peut-être on parlera après, mais depuis les années 2000, l'homosexualité est tout d'un coup devenue un grand enjeu public au Cameroun. C'est vraiment le sujet dont tout le monde parle. Je ne peux plus faire des présentations au Cameroun sans que pas par rapport à moi, heureusement, mais en général, l'homosexualité est immédiatement mise sur la table. C'est un sujet très politique, on parlera après, mais ce qui signifie, donc, maintenant je regrette beaucoup que je n'ai pas du tout regardé le domaine de sexualité, et c'est presque, c'était hors question pour moi. Donc c'est une forme d'autocensure qui est très très effective, tandis que ça aurait été très intéressant. Donc, pour revenir, mais ça c'est un peu une excursion, peut-être digression, mais donc dans le développement de mon anthropologie, bon, en principe, j'ai toujours trouvé, expériencer une sorte de pression de l'école structuraliste qui était très très fort. Mon superviseur, mon promotor, comme on dit aux Pays-Bas, Schulte Noordholt, était aussi, c'était ambigu parce il avait aussi un degré en histoire et anthropologie, surtout il est devenu un fonctionnaire colonial en Indonésie. Et donc, le problème de l'anthropologie hollandaise a été qu'on a été rudement exclu de l'Indonésie. Donc, l'Indonésie était le terrain comme anthropologue, tu travaillais en Inde. Mais Sukarno a rompu radicalement, mais Suharto en 1966 a de nouveau permis que les anthropologues revenaient, donc il voulait aussi que je revenais en Indonésie. Mais entre-temps, l'anthropologie a découvert l'Afrique hollandaise, l'Afrique comme nouveau terrain pour remplacer l'Indonésie. Et là, toutes sortes de principes de l'anthropologie sur l'Indonésie ne s'appliquaient pas si facilement. Donc c'était une sorte de réorientation. Mais après 1966, on pourrait revenir en Indonésie. Donc là, mon professeur aussi s'est réorienté vers l'Indonésie et il voulait que je travaille à Madagascar parce que Madagascar, il y a une influence. Mais moi, j'avais déjà l'idée qu'en Afrique, Madagascar aussi, qu'il y a beaucoup, ça serait plus facile de faire une recherche de terrain plus historique qui tenait en compte l'influence de la colonisation, de la décolonisation et surtout l'indépendance, ça c'était à l'époque, ce qui m'intéressait vraiment. Donc, en anthropologie, dans les années 70, c'est toujours, bon, si je me souviens, quels auteurs ont été vraiment, vraiment très importants et très inspirateurs pour moi. Donc, d'un côté, ça a été, j'étais étonné, mais tout d'un coup, Oscar Lewis revenait. Donc, mes recherches en Tunisie, c'est suivre la vie du village, la vie des gens, toutes ces complications et les personnes, le rapport et comment ça change. C'est à cette époque que je lisais The Children of Sanchez et La Vida, que je trouvais parce qu'Oscar Lewis était très fort dans une anthropologie qui fait vivre les gens, donc le everyday. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était l'ambiguïté. Par exemple, c'est tout de même un sujet qui revient dans mon anthropologie, mais de façon assez cachée. Mais dans La Vida, par exemple, Oscar Lewis montre que
l'attitude vis-à-vis sexualité, vis-à-vis forme de sexualité alternative est très ambiguë et plein de contradictions. Et donc, le quotidien comme source d'ambiguïté, ça j'aimais beaucoup. D'autre part, mais là, ça sera difficile de faire en 3 minutes. D'autre part, ce que je trouve ce qui était vraiment à l'époque, une découverte, un soulagement pour nous, c'était ce qu'on appelle l'anthropologie marxiste française. Et là, c'est une direction complètement oubliée, que surtout pour les Français eux-mêmes, c'est complètement foyadé dans le dos, quelque chose comme ça. Donc, juste à l'époque, il devenait, dans les années 60, c'est Meillassour et Terray. Et Terray est devenu tout de même une grande figure de l'anthropologie française. Mais tout d'un coup, dans les années 70, ça devenait une école qui était beaucoup appréciée dans Bogomil aidait aussi avec ça. Donc, l'impact qu'ils avaient, c'était surtout que Marx avait quelque chose à dire pour l'Afrique. Que c'était avant, on disait Marx, peut-être ça à dire. C'est intéressant pour les sociétés capitalistes, mais pas du tout pour les anthropologues, parce que nous étudions des sociétés apparentées, par exemple la Kinship Society, tandis qu'eux montraient qu'on pouvait très bien faire une analyse marxiste, libre marxiste peut-être, mais tout de même que les idées de Marx étaient intéressées pour analyser la parenté. Ce qui est toujours frappant, qu'au moment donc on a fondé à cette époque un groupe de travail, werkgroep marxiste, un groupe de travail anthropologie marxiste à Amsterdam, avec 5 thésards qui devaient écrire, qui avaient fait des recherches de terrain, qui étaient en difficulté d'écrire leur thèse, comment il faut écrire une thèse, qui étudiaient Rey Meillassour. Ça, c'était dans les années 70, mais déjà, fin 70, ces anthropologues étaient complètement écartés en France par toutes sortes de... Foucault devenait le nouveau gourou. Et donc, mais ça surtout le livre de Rey. Et le grand attrait, c'est qu'il montre que la société de la parenté sont aussi des sociétés de combat, qu'il y a des tensions entre jeunes et cadets et aînés, il y a des tensions constantes et que ces combats locaux s'articulent, se lient avec le développement mondial, avec la colonisation, que le capitalisme se greffe sur des combats locaux et ainsi. Et ça, je trouve toujours une très bonne approche. Et pour moi, c'était un soulagement parce qu'on n'était plus enfermé dans les sociétés locales. Et ça correspondait avec mes recherches de terrain, l'ouverture du village, etc., au monde, et qu'il y avait un très... Dernièrement, j'ai fait une présentation pour une sorte de jubilé de Terray, où j'ai fâché Terray, ne pas faire moi fâché, mais il était très irrité parce que j'ai dit... Donc la notion clé était l'articulation des modes de production, et j'ai dit que mode de production était un concept beaucoup trop lourd, on arrive à la typologie immédiatement, il y a des types, donc que ça fait problème, mais qu'articulation est une notion très très fertile, dans le sens, je trouve que les Français et les Anglais ne se réalisent pas assez que l'ambiguïté du terme qui signifie bien exprimé, mais aussi lié, articulé. Donc les rapports locaux s'articulent dans tous les deux sens avec des rapports de pouvoir plus larges. Donc. Et ça, on veut faire un livre sur ça maintenant. Articulation, les doubles significations d'articulation. Mais j'y reviendrai, donc. Je m'arrêterai? Ok.